Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. À la une ce soir, une page qui s'apprête à se tourner. Dans quelques jours, le 1er septembre, Serge Tel sera remplacé par Pierre Dartout à la tête du gouvernement princier. Après un peu plus de 4 années intenses et à l'heure de quitter la principauté, il s'est confié sur cette mission hors norme. Serge Tel reviendra sur les réalisations accomplies, sur son travail au quotidien au service de la principauté, sur les crises qu'il a fallu traverser, ainsi que sur son avenir immédiat. Dans cette édition toujours, nous ferons un nouveau point sur les chantiers et sur les difficultés de circulation à venir ce week-end dans l'environnement proche de Monaco avec le grand départ du Tour à Nice. La suite de notre série de portraits de jeunes entrepreneurs, nous irons au nouveau musée national de Monaco transformé en cinéma en plein air le temps d'une nuit d'été. Antea Sogno, la directrice du Théâtre des Muses, sera notre deuxième invitée. Elle nous expliquera comment elle a traversé la crise sanitaire alors que ce lieu qu'elle a créé de toutes pièces était en plein envol et comment elle envisage désormais l'avenir. Un point football avec l'arrivée d'une nouvelle recrue à l'ASM FC avant le match à Metz dimanche. Mais tout de suite donc, pour débuter ce journal, nous allons nous rendre au ministère d'État où nous avons rencontré Serge Tel, qui quittera donc Monaco le 1er septembre. Serge Tel, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous accueillir alors que vous quitterez dans quelques jours, en début de semaine prochaine, votre poste, après 4 années à la tête du gouvernement princier de Monaco. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Effectivement, dans 3 jours, je quitterai la principauté, mais pas complètement. En tous les cas, la principauté ne me quittera pas. Ça aurait été un moment important de ma vie professionnelle. Et je pars avec un sentiment de très grande gratitude. Gratitude évidemment à l'égard du prince souverain qui m'a fait la confiance de me nommer à ce poste, mais aussi gratitude à l'égard des monégasques qui m'ont accueilli, de l'administration, dont j'ai pu constater à la fois la qualité et la loyauté, et puis un sentiment d'avoir préparé l'avenir, et plus encore un sentiment de confiance dans ce pays. Un départ, c'est toujours l'occasion de dresser des bilans. Quelles sont les actions qui vous ont le plus tenu à cœur et dont vous êtes le plus fier ? Eh bien, dans cette idée de préparation de l'avenir, mais je ne suis qu'un maillon d'une chaîne de ministres d'État, vous en avez eu avant moi, vous en avez vu avant moi, vous allez en voir après moi d'autres, et je souhaite évidemment tous mes voeux de réussite à mon successeur et ami Pierre Dartout. Dans les réussites, d'abord on a géré un certain nombre de crises qui ont à chaque fois permis à Monaco de se renforcer, d'apprendre un certain nombre de choses sur nous-mêmes, notre modèle et notre capacité de répondre, que ce soit les attentats de Nice qui nous ont permis de mettre en place toute une législation pour préparer davantage la façon dont on aura à affronter ces grands défis sécuritaires dans les années qui viennent. Apolline, qui nous ont permis de donner aux Monégasques des conditions de vie formidables et qui nous ont permis de nommer un délégué interministériel. Donc les choses dont je suis très satisfait, et je vais finir par cela, c'est évidemment le plan national pour le logement, à la fin de ces 10 ans, va permettre au parc domanial de s'agrandir de près de 40%, ce qui est colossal, et donc de permettre aux Monégasques qui ont des difficultés de logement, et dont nous sommes conscients, de trouver la possibilité de répondre à leurs besoins. Et puis évidemment, ce qui nous a beaucoup occupés et dont je suis assez fier, c'est la transition numérique dans laquelle j'ai engagé la principauté. Le monde s'organise autour de cette nouvelle technologie absolument essentielle et qui nous permet de travailler différemment, de consommer différemment, d'avoir des rapports sociaux différents. Il était donc essentiel que Monaco fasse partie de tout cela. Et on a donné, avec l'appui du Conseil national, à la principauté les moyens humains et financiers
de s'engager dans cette transition. Et cette transition numérique nous a permis aussi de faire face, dans des conditions que vous connaissez, à la crise du Covid, qui n'est pas terminée et qui est un des grands enjeux. Le numérique nous a permis une plus grande souplesse dans la gestion de cette crise. Il y a eu plusieurs crises, vous l'avez dit, la crise sanitaire actuelle, crise économique, polémique autour de la justice, les jardins d'Apolline. Vous avez bravé toutes ces tempêtes, vous connaissiez Monaco avant d'entrer en fonction. Le modèle économique et social hors norme de la principauté vous a tout de même étonné pendant ces 4 années, parce qu'on le rappelle, malgré toutes ces crises, le budget est resté à l'équilibre. Oui, non seulement il est resté à l'équilibre, mais il a énormément, les recettes ont énormément grandi, près de 50% de recettes supplémentaires sur les 5 dernières années, qui nous permettent aujourd'hui de répondre aux besoins de la population, mais aussi aux besoins de services publics, aux besoins de services sociaux, aux besoins de santé, d'éducation, de sécurité de l'ensemble de la population monégasque. Donc, Monaco a des atouts et Monaco a de la chance d'avoir les institutions qu'elle a, avec ses princes et son gouvernement, son conseil national, mais aussi les talents, les capacités. On va trouver les façons de rebondir et de s'ajuster à ce nouveau monde. Vous me tendez la perche, vous évoquez les institutions. Il y a eu tout de même, au cours de ces 4 années, des hauts et des bas avec le Conseil national. Ça n'a pas toujours été facile. Oui, bien sûr, mais c'est comme les crises. Les crises font partie de la vie. La vie est une forme de crise permanente. Les rapports avec le Conseil national, bien sûr, ils ont été parfois musclés, parfois difficiles. Mais en réalité, quand l'intérêt général était en cause, on se retrouvait. Et la noblesse de la politique, c'est de trouver des solutions, ce n'est pas de créer des problèmes. Et on a trouvé des solutions. Donc effectivement, ça a été difficile, ça continuera probablement à l'être, mais ce n'est pas gênant parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est l'objectif final. Et je crois que les institutions monégasques sont faites sous l'autorité du souverain pour définir l'objectif et servir l'intérêt public. Et tout ça fonctionne. À titre personnel, que retirerez-vous de ces 4 années ? D'avoir découvert un pays en profondeur. Quand j'étais ambassadeur, j'avais découvert Monaco. En tant que ministre d'État, j'ai découvert les Monégasques. Et plus profondément, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont de difficultés. Et cette harmonie à trouver, cet équilibre à trouver entre la prospérité apparente de la principauté et la difficulté d'un certain nombre de gens en principauté, que l'administration, et avec un talent absolument incroyable et des compétences extraordinaires, sert, détecte et règle. Et j'ai trouvé ce fonctionnement tout à fait remarquable. Le sentiment peut-être d'être émerveillé par ce petit pays capable, et ça a été un grand moment de mon passage ici, d'être champion de France de football. L'année 2017 a été extraordinaire. Il est probable que le prochain champion du monde de Formule 1 soit monégasque. C'est incroyable et extraordinaire. Mais ce n'est pas que le sport, Monaco. C'est aussi cette vision que le prince porte, les efforts que nous avons faits sur le changement climatique. Le prince souverain et le gouvernement princier ont mis sur l'agenda du changement climatique la question essentielle des océans. C'est remarquable. Tout petit pays, rayonnement considérable. Il y a enfin en conclusion la curiosité journalistique, mais pas seulement, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Qu'allez-vous faire désormais, Serge Tell ? Alors, je mentirais si je ne vous disais pas que je vais commencer par prendre des vacances. J'en ai pas eu depuis Noël dernier, quelques jours. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin
décanter toutes ces années d'expérience. 4 ans et 8 mois, c'est long, et 4 ans et 8 mois dans des conditions, comme vous l'avez rappelé, qui n'étaient pas toujours simples. Je vais m'occuper de ma famille, je vais peut-être même m'occuper de moi, et puis après, je verrai, je reste curieux du monde et de son état, interrogatif sur ce qui se passe en Biélorussie. On ne se refait pas, vous savez, on finit par être ce qu'on fait, et fondamentalement, je suis passionné par le monde et par ce qu'il crée de difficultés, mais aussi d'opportunités. Donc je vais continuer à observer tout cela et peut-être continuer à y trouver ma place. Serge Tell, merci de nous avoir accueillis ici même, dans ce bureau, où vous avez conduit l'action du gouvernement princier au cours des 4 dernières années. Merci à vous. Nous l'avons évoqué avec Serge Tell, cela a été l'une des priorités de son action, le cadre de vie des Monégasques, en accord avec le nécessaire développement économique, et cela passe donc par la mise en œuvre de chantiers. Nous allons d'ailleurs faire un point sur les chantiers en cours ou qui s'achèvent, Frédéric Hélion. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Pour en parler justement, je vous propose d'écouter Albert Croesi, conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et de la relation avec les usagers. Albert, bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste de sortir donc de la réunion hebdomadaire de la cellule d'information cadre de vie urbanisation de la ville. Est-ce qu'on peut déjà finalement expliquer qu'est-ce que c'est que cette cellule et à quoi elle sert finalement ? Alors cette cellule information cadre de vie urbanisation de la ville a été créée pour donner l'information aux résidents et aux usagers de la principauté de ce qui se passe au niveau des chantiers, que ce soit des chantiers de voirie ou bien des gros chantiers de construction. Souvent les gens appelaient pour savoir qu'est-ce qui se passait, jusqu'à quand ça allait durer. Nous essayons simplement d'anticiper ces appels et de renseigner les gens. On a pu vérifier que dès lors qu'une personne est au courant de ce qui va se passer et de quand ça va se terminer, parfois elle est plus apte à accepter les désagréments. Une information majeure peut-être aujourd'hui avec la réouverture d'un chantier qui a occupé pas mal de temps du côté de Fontvieille au mois d'août. Oui, et nous sommes très satisfaits car les délais ont été tenus, les entreprises ont été remarquables sur les travaux entrepris sur l'avenue de Fontvieille dans le sens descendant. Le département également de l'intérieur nous a bien aidés puisqu'il avait été question à un moment donné d'interrompre le chantier pour les manifestations sportives, dont en l'occurrence pour Herculis. Bon, ils ont accepté que le chantier puisse continuer et ils se sont organisés pour canaliser la circulation. Ça nous a fait gagner des jours précieux. À 7 heures, le chantier est terminé et ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Une dernière question Albert, on a parlé de cette cellule mais on n'a pas dit qui compose finalement cette cellule. Alors l'idée était de réunir l'ensemble des services du département de l'équipement de l'urbanisme pour avoir les informations autant sur les travaux de voirie que sur les travaux chantiers immeubles privés et immeubles commandés par l'État. Il y a donc le service de la DO, il y a le service de la DPUM, il y a également la direction des travaux publics et participent également à cette cellule 2 membres du Conseil national qui eux aussi doivent être informés car ils nous disent être sollicités bien souvent par des résidents ou par des usagers et il nous a semblé tout à fait normal qu'eux aussi aient l'information pour pouvoir répondre le plus précisément possible aux demandes qui leur sont faites. Et qui dit travaux dit parfois modification de circulation. Une voiturette est là pour faciliter la vie des habitants de la rue Platy. Effectivement Patricia, une navette de transport électrique gratuite est mise à la disposition des riverains impactés par le chantier du Grand Ida et la fermeture de la rue Platy. Ce service est en fonction 7 jours sur 7. Il est actif en semaine de 8h à midi et de 13h à 17h30. Et le week-end, le samedi de 9h à midi, le dimanche de 17h à 20h. Une initiative de la direction de l'aménagement urbain. La personne en charge de ce service est joignable durant ses horaires au 06 78 63 20 78. Nous l'évoquions en début de semaine. Attention, le Tour de France part de Nice demain et des perturbations sont à prévoir. Oui, avec 2 premières étapes à Nice et dans l'arrière-pays, notamment celle de dimanche qui passera par le Col d'Èze et Villefranche-sur-Mer. Plusieurs routes seront fermées samedi et dimanche. Renseignez-vous avant de prendre le volant. Toutes les informations sur les restrictions de circulation sont à retrouver sur le site inforoute06.fr. Enfin, l'utilisation d'une technique innovante pour le traitement des pins.
Oui, ce n'est pas une partie de paintball géante, mais une nouvelle méthode de désinfection des pins et de lutte préventive entièrement biologique. Le but est de projeter sur la cime des pins une phéromone femelle pour attirer les mâles à un autre endroit et éviter la reproduction des chenilles processionnaires. Les billes sont faites d'un composant biodégradable à base d'huile et de cire d'abeille. Premier résultat attendu en octobre. Et cette opération, sachez-le, sera reconduite le 10 septembre prochain. Deuxième volet aujourd'hui de la série de portraits de jeunes entrepreneurs que nous retrouverons chaque vendredi. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un jeune monégasque qui est à l'origine de la création récente du Monte Carlo Business Center. C'est un reportage de Vanessa Dessy. Situé en plein cœur du Métropole Shopping, le Monte Carlo Business Center a pour mission d'accueillir toute domiciliation d'entreprise, de proposer un centre d'affaires entièrement équipé avec un service administratif, mais ces prestations vont au-delà de l'offre classique. Une de nos missions, on va dire, qui nous incombe, qui est vraiment une priorité pour nous, c'est l'accompagnement de nos clients. C'est-à-dire qu'on va mettre en place vraiment des services de consulting, par exemple, pour de la communication, de l'événementiel, du marketing. Également, on est actuellement en train d'établir un calendrier de formation, donc de formation qu'on va nous proposer à nos clients. La tendance est au coworking, une organisation de travail au sein d'espaces partagés dans une ambiance favorisant le bien-être et la productivité. Monte Carlo Business Center l'a bien compris en proposant un service sur mesure pour les startups, indépendants et sociétés. En principauté, et pas que, les business centers deviennent réellement, on va dire, la nouvelle façon pour les entreprises de s'implémenter. Plutôt que d'aller dans des structures privées, beaucoup d'entreprises maintenant se domicilient dans des business centers pour des raisons d'espace, des raisons de coût également. Se domicilier en business center répond à des besoins modernes. Prochain événement au sein du Monte Carlo Business Center le 19 octobre, la venue de Julien Pellabert, fondateur de l'Institut NERA, spécialiste en négociation et gestion de crise. Ce dernier apportera donc son expertise. Vous êtes nombreux à être restés dans la région cet été. Vous avez peut-être profité des différents rendez-vous culturels proposés ici à Monaco, à l'image de ces soirées nocturnes du nouveau musée national. Alexandra Pani, vous êtes allée tester ce cinéma artistique en plein air dans un lieu vraiment exceptionnel. Et oui, vous le voyez derrière moi, quoi de mieux que la belle terrasse de la Villa Paloma avec cette vue sur Monaco pour se faire une toile à la belle étoile. C'est ce que propose l'été pour 2 séances. Le NMNM, nous sommes ici à la 2e séance, Benjamin, la 2e séance de l'été. C'était quoi l'idée à l'origine de ces soirées un peu particulières parce qu'on découvre le musée différemment? Oui, l'occasion de faire une nocturne déjà dans un premier temps à la Villa Paloma, de venir visiter l'exposition Variations autour des décors de Jeanne Frey pour une dernière visite puisque l'exposition termine dimanche. Et puis ensuite de profiter de la terrasse de la Villa Paloma pour effectivement découvrir le travail filmique d'artistes tels que celui de Marie Lauzier ce soir. Donc ce soir c'est Marie Lauzier, est-ce qu'on peut parler en quelques mots de ce film? Oui, ce sont 3 films en réalité de Marie Lauzier qu'on présente ce soir, 2 courts et un plus long. C'est une artiste cinéaste française qui réalise beaucoup de documentaires sur d'autres artistes elle-même. Et souvent ce sont des travaux qui sont en lien avec la musique. Là ce soir c'est le travail de Félix Kubin qui est mis à l'honneur, qui est un compositeur, un musicien expérimental allemand, dont il sera question ce soir principalement. Une soirée complète puisqu'avant la projection, le public pouvait se restaurer autour d'un food truck tout en écoutant de la musique et profiter de cet instant pour visiter l'exposition en cours. Un concept qui semble séduire le public puisque 90 places ont été réservées pour cette soirée. Je trouve le concept merveilleux, sympathique, convivial aussi, malgré les 1 mètre. Moi j'habite à Rentimille et on n'a pas beaucoup de manifestations. Et alors je dis s'il y a une manifestation à côté, il faut bien aller
voir, participer. Le lieu qui est fabuleux déjà, l'exposition, je l'ai déjà visitée une première fois, c'était très très intéressant. Et puis ce soir, eh bien, c'est le thème sur une musique certainement que je vais découvrir. Donc je voulais en savoir un petit peu plus sur cet artiste. Et si vous êtes séduit par l'opération, malheureusement, il va falloir encore un petit peu patienter. Rendez-vous l'année prochaine. Un horizon un peu lointain, mais d'ici là, l'offre culturelle de rentrée devrait combler les amateurs d'art, que ce soit de la musique, de la danse ou du théâtre, avec la présentation le 7 septembre prochain de l'affiche du Théâtre Princesse Grace pour la saison 2020-2021. Dans ce registre toujours, le Théâtre des Muses est quant à lui pour l'heure resté fermé et la crise sanitaire s'est durement fait ressentir. La comédienne et directrice des lieux est notre invitée. Bonsoir Antea Sogno. Bonsoir. Avant de parler plus particulièrement du Théâtre des Muses qui a été largement impacté par la crise, il faut bien le dire, on vous connaît, vous êtes une battante parce que malgré l'annulation cet été du Festival d'Avignon, vous vous êtes tout de même produite dans la Cité des Papes. Oui, effectivement, dès qu'on a vu qu'on avait la possibilité de jouer, eh bien, j'ai pensé à Sarah Bernard qui a fait toute sa vie et sa carrière en se disant quand même quand on lui disait, vous savez, ce sera difficile, madame, elle disait, eh bien, je jouerai quand même. Et puis j'ai pensé aussi à Victor Hugo qui disait, là où on ouvre une école, on ferme une prison. Pour moi, un théâtre, c'est exactement la même chose. Et puis pour finir, à Lucien Guitry, qui disait « Quand on a l'honneur d'être vivant, on fait les choses ». On l'a souvent entendu, tant pour les spectateurs que pour les comédiens, le manque lié au confinement et aux mesures sanitaires, ensuite, ce manque a été profond. Tout à fait, tout à fait. Et je peux vous dire qu'à Avignon, donc il a fallu tout faire. J'ai ouvert le théâtre sans personnel. Et alors, il y avait deux sortes de personnes que je rencontrais. Des personnes qui étaient fous de joie en nous disant « Oh mon Dieu, des comédiens! Oh là là, le Festival d'Avignon, il y a quand même quelque chose !» Pour tous les autres, c'était des personnes qui n'étaient pas là pour le théâtre. Et là, je peux vous dire que ça devient difficile et triste quand on est face à un monde de personnes où 99% des gens se moquent complètement du théâtre, ne savent même plus ce que c'est. Et ces gens-là me font souci. Oui, alors la comédienne s'est donc produite coûte que coûte. Mais pour la directrice, en revanche, du Théâtre des Muses, là, c'est plus difficile. Il est toujours fermé, ce théâtre. Oui. Vous avez été freiné en plein élan parce que le Théâtre des Muses est un lieu très apprécié à Monaco. Oui, et puis on avait très très bien commencé l'année encore. Il faut se rendre compte que nous donnons plus de spectacles, plus de représentations, que nous recevons plus de spectateurs que certaines scènes nationales en France. Plus qu'ailleurs, nous adorons nos spectateurs, nous les aimons, ce sont devenus des amis en 8 ans. Il est évident que nous ne voulons faire prendre de risques à personne. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, je n'en sais rien. Les cours de théâtre sont également suspendus en Théa? Eh bien, j'attends des nouvelles du gouvernement parce que, bien évidemment, nous avons la possibilité d'installer les enfants quand ils sont à leur place, en laissant 1 ou 2 fauteuils de vide entre eux. Ils peuvent écouter le cours en étant masqués. Mais à partir du moment où ils sont sur scène, bien évidemment, ils ne peuvent pas porter un masque parce que le théâtre, c'est avant tout l'art de la rhétorique, c'est la diction, c'est les expressions. Et puis aussi, il va être difficile, j'ai pas dit impossible, mais difficile d'imaginer de les faire jouer pendant des mois et des mois sans jamais se toucher, en restant à 2 mètres les uns des autres. Si la situation venait à s'améliorer et que les feux étaient au vert, vous pourriez reprendre rapidement la programmation. Elle est établie, la programmation de la saison à venir? Alors, il y a des spectacles qui ont été bien évidemment sélectionnés, mais tout d'abord, je pense que si nous devons réouvrir le théâtre, il va falloir marcher avec une économie plus que jamais restreinte. Donc, je pense que ces spectacles-là, malheureusement, ne pourront pas venir.
Et puis aussi, étant donné qu'en général, il y a 2 spectacles en même temps, il y a un spectacle pour les enfants et un spectacle pour les adultes, j'attends de voir avec le ministère des Actions sanitaires et sociales pour voir comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Voilà, tout le monde est logé au-dessus, dans les appartements du Théâtre des Muses. Donc ça aussi, ça devient extrêmement compliqué. Imaginons que on s'aperçoive qu'un des artistes a contracté le virus. Il va falloir qu'on garde toute la troupe, ou peut-être 7 personnes, pendant 14 jours dans les appartements du théâtre. Donc, ça veut dire que ça compromettrait complètement l'arrivée de la troupe qui viendrait ensuite. Ou alors, il faudrait les loger à l'hôtel. Beaucoup de questions encore en suspens. Théa Sonio, merci d'avoir été notre invitée. Et nous attendrons donc impatiemment de pouvoir découvrir la programmation à venir dès lors que la reprise aura été actée au Théâtre des Muses. Merci beaucoup. Après ce chapitre culturel, place au sport. Frédéric Hélion, une nouvelle recrue pour l'AS Monaco FC. Oui, le club a officialisé jeudi soir l'arrivée de Caio Henrique. Le latéral gauche de 23 ans arrive en provenance de l'Atlético Madrid contre une indemnité de 8 millions d'euros. Prêté la saison passée au Grêmio Porto Alegre, le Brésilien s'est engagé pour 5 ans avec les Rouges et Blancs. Dans un communiqué, il affirme être heureux d'arriver dans un club très ambitieux, reconnu et respecté à l'international pour son histoire et son palmarès. Et il s'avoue impatient de découvrir ses coéquipiers et le championnat français qui est très suivi au Brésil. Caio Henrique est la 3e recrue du mercato après les signatures du jeune Anthony Moussaba et d'Axel Dissassi. L'AS Monaco qui jouera sa 2e rencontre de Ligue 1 ce week-end. Oui, dimanche à 15 h sur la pelouse de Metz, les joueurs de Niko Kovac auront à cœur de décrocher leur premier succès de la saison après avoir concédé un match nul de partout lors de la première journée face à Reims. Le stade Saint-Symphorien réussit plutôt bien au rouge et blanc puisque, à part la défaite 3-0 la saison passée, Monaco reste sur 4 succès consécutifs, dont un 7-0 historique l'année du titre de champion de France. Et pour aller prendre de précieux points à Metz, Monaco pourra compter sur Wissam Ben Yedder qui a appris une bonne nouvelle hier, Frédéric. Effectivement, l'attaquant de l'ASM a été appelé par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, pour les rencontres de Ligue des Nations, contre la Suède samedi 5 septembre à Solna et la Croatie mardi 8 au Stade de France. Ben Yedder compte actuellement 8 sélections en équipe de France pour 2 buts marqués. Avec la fin du mois d'août, c'est un peu un air de rentrée qui souffle déjà pour tout le monde, pour les grands, mais surtout pour les plus jeunes qui reprendront à Monaco le 7 septembre. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir comment vous appréhendiez cette rentrée qui ne sera forcément pas comme les autres, compte tenu du contexte sanitaire. Oui, un peu par rapport à toute cette histoire de Covid. Oui, j'espère que les mesures sanitaires elles seront bien respectées. Non, pas du tout. J'ai réellement pas été très coupé donc, pour l'université pendant le Covid, donc on a toujours travaillé, donc non, pas de problème avec ça. Pas vraiment, parce que on a décidé avec ma femme de remettre mes filles à l'école pour un mois, avant les vacances, avant les grandes vacances. Parce qu'on pense que c'est important que les enfants reprennent l'école et aient un rythme scolaire suivi, un suivi scolaire. Est-ce qu'il y aura de l'enseignement à distance? On a vécu ça pendant le confinement et on a peur de retomber dans la même, de la deuxième vague et de nous retrouver devant une deuxième vague et de revoir le scénario se répéter. Globalement, on va dire on a tous été un peu en vacances, un peu à droite à gauche. Donc on va tous revenir, sachant que apparemment le virus reprend un peu ses droits un peu partout dans le monde. Donc oui, voilà quoi. Un peu cette crainte de savoir comment ça va se dérouler au niveau des gestes barrières, si ça va être appliqué ou pas. Voilà, on est dans le doute. Des propos recueillis par Christinda Tomel. Passons aux prévisions météo. Quel temps pour ce début de week-end ? Retour du mauvais temps, Patricia, avec un ciel très nuageux dès le matin et une dégradation progressive au fil de la journée. Pluie et averses sont attendues dans l'après-midi. Côté température, il fera 20 degrés le matin et 24 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h49 pour se coucher à 20h12.
Samedi 29 août, nous fêterons les Sabines. Une bonne fête aux Sabines malgré ce début de week-end placé donc sous le signe de la grisaille. Ce journal touche à sa fin, nous nous retrouvons demain à 19 h pour un nouveau journal. Et pour se quitter, nous ouvrons l'album des 4 années qu'a passé Serge Tell à la tête du gouvernement princier. Je vous rappelle qu'il sera remplacé par Pierre Dartout à compter du 1er septembre prochain. À demain, très bonne soirée.